Bienvenue à l'émission, ici Jean-François Lisée. Je vous présente cette semaine une émission un peu spéciale de Planète Terre consacrée à Pierre Dansereau. Pierre Dansereau nous a quittés après un siècle d'activités scientifiques et humanistes. Pierre Dansereau, un des grands intellectuels que le Québec ait produit, quelqu'un qui a été parmi les fondateurs mondiaux de l'écologie moderne. L'an dernier, le Gala annuel du Cérium avait remis à Pierre Dansereau son prix pour la contribution internationale en carrière. Et nous allons vous présenter, pendant l'heure qui vient, d'abord l'hommage qui avait été présenté lors du Gala, d'abord par nos collègues de Radio-Canada et ensuite par le journaliste Louis-Gilles Franqueur du Devoir, qui l'a bien connu. Ensuite, nous allons vous présenter une large portion de l'entrevue que nous avait accordée Louis-Gilles Franqueur et Jean-Guy Vaillancourt, un sociologue ici à l'Université de Montréal qui a beaucoup accompagné Pierre Dansereau et qui avait écrit sur son œuvre. Alors, restez avec nous pour passer une heure à la mémoire de Pierre Dansereau. Pierre Dansereau naît le 5 octobre 1911 à Outremont. À l'époque, la planète est immense, avec encore de larges régions sauvages inexplorées. À peine 1,750 milliard d'humains peuplent la Terre. Pierre Dansereau vient d'une famille bourgeoise. Ses vacances dans les grands espaces de la Gaspésie marquent son enfance. Élève brillant, parfait bilingue, friand de littérature, sa facilité à s'exprimer et à écrire semble le destiner au droit. Il y fait une brève incursion, marquée par sa participation au mouvement Jeune Canada, où il côtoie André Laurendeau et Claude Robillard. Puis, surprise, en 1933, il bifurque vers l'agronomie. À l'Institut agricole d'Oka, il découvre la science. C'est le coup de foudre pour la botanique. Cette passion pour les plantes ne le quittera plus. Il devient un disciple de Marie-Victorin. Il herborise et apprend à nommer les plantes. En 1936, il quitte pour l'Europe pour y obtenir un doctorat en taxonomie végétale. Retour à Montréal en 1940. Il travaille au Jardin botanique, où il collabore avec son mentor, le frère Marie-Victorin. Si le frère Marie-Victorin avait été géologue, je serais probablement devenu géologue. S'il avait été anthropologue. Il était botaniste et c'est dans ce sentier-là que je me suis engagé pour pouvoir le suivre de très près. Pierre Dansereau voyage beaucoup. La planète est son jardin et le Brésil, sa seconde patrie. Il enseigne l'écologie à l'Université de Montréal jusqu'en 1950. En 1955, de retour d'un séjour à l'Université du Michigan, il prend la direction de l'Institut botanique. Il y attire des chercheurs de renom. L'Institut vit une véritable renaissance. En 1957, j'ai publié mon traité de biogéographie, Biogeography and Ecological Perspective, et le cinquième de la matière concerne la relation de l'homme avec la nature. En 1968, c'est le grand retour au Québec, à l'Institut d'urbanisme de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, puis, à partir de 1971, au service de l'Université du Québec à Montréal. Il y enseigne et dirige le laboratoire pour l'étude des écosystèmes et l'aménagement des territoires. En 1970, il est convié à faire des recherches sur l'impact environnemental de la construction de l'aéroport Mirabel. Il s'inspire de cette étude pour proposer un nouveau modèle de l'écosystème qui fait le pont entre la nature, la campagne, l'industrie et la ville. Une contribution remarquable à l'écologie. Pierre Dansereau aura su conscientiser des générations d'étudiants et de chercheurs au grand défi pour l'homme d'habiter une planète désormais fragile. Centenaire, il demeure optimiste et croit en la capacité de l'humanité de s'adapter. Pour cela, il prône depuis longtemps l'austérité joyeuse. Cette austérité, elle sera joyeuse en autant qu'elle sera consentie, en autant que nous serons disposés à partager, à économiser, à mettre fin au gaspillage et à la pollution. Pierre Dansereau est le père de l'écologie québécoise et un acteur privilégié d'un siècle au cours duquel s'est redéfini le rapport entre l'homme et la nature.
je crois que l'homme viendra à bout de son plus grand ennemi, qui est lui-même. Bonsoir à tout le monde. Certains passages de ce que j'ai préparé vont vous sembler peut-être redondants. Veuillez m'en excuser parce que je ne connaissais pas le travail que mes collègues de Radio-Canada avaient préparé. En 1999, je demandais à Pierre Dansereau, dans le cadre d'une entrevue, quel jugement il portait sur l'état de l'environnement au Québec. Après une seconde d'hésitation, comme si sa pensée prenait une grande respiration, il me répond « Le Québec ne rêve plus de devenir une société modèle. Voilà son problème d'environnement. Il n'est plus tiré en avant par un grand projet, comme au temps de René Lévesque. Un climat de morosité s'est installé, de repli sur soi, de chacun pour soi, qui devient une menace pour bien des espèces. En matière de gestion des richesses naturelles, le premier obstacle que nous devons surmonter, c'est d'accepter l'ordre établi, celui qui permet à chacun d'empocher salaire et profit, comme s'il s'agissait d'une loi immuable, sans penser aux conséquences. Et en faisant de moins en moins de place à ceux qui voient la société de façon créatrice, c'est-à-dire les chercheurs et les artistes. C'est cet homme qui répond à une question d'environnement par une radiographie sociopolitique du Québec que je vais vous présenter ce soir parce que cette réponse donne à la fois la clé de sa vision bien particulière, qui en a fait un des grands pionniers de l'écologie scientifique à l'échelle de la planète et un humaniste engagé. Le Devoir étant à une rue du Titanic de l'UQAM, ce qu'on appelle aujourd'hui l'édifice Pierre Dansereau, où M. Dansereau a dirigé son réputé laboratoire pour l'étude des écosystèmes et de l'aménagement du territoire, un labo qu'il a dirigé d'ailleurs de sa nomination comme professeur émérite en 1989 jusqu'à sa retraite en 2005, imaginez. Il m'arrivait, en sortant de ma voiture le matin, d'aller prendre un café à son bureau où ce géant du savoir me mettait immédiatement à l'aise avec son éternel sourire un brin malicieux. Je le regardais comme ça. Son ton posé et serein et surtout sa finesse de pédagogue absolument exceptionnelle. Il m'accordait le privilège de discuter, de critiquer très amicalement mes articles et je profitais de son immense savoir pour tester des hypothèses dans différents dossiers, ne révélant évidemment à personne que je pouvais compter, dis-je, sur un conseiller de cette trempe. Seriez-vous surpris si je vous disais qu'il a été pour moi une source d'inspiration majeure dans mon travail, tout comme ce fut un mentor pour des centaines, voire davantage, d'étudiants et de chercheurs. Je regrette donc très, très sincèrement, comme vous tous ce soir, que nous ne puissions bénéficier de sa compagnie et celle de son épouse Françoise en raison de leur état de santé. Et c'est vraiment pas une formule de circonstances qui m'amène à leur souhaiter encore de très nombreux jours heureux, parce qu'ils sont ensemble depuis près de 75 ans, sinon un petit peu plus. Cet homme remarquable qui a atteint cette année ses 99 ans bien comptés, et en fera 100 le 5 octobre, mérite plus que tout autre le titre de personnalité internationale québécoise pour sa carrière, dont vous l'honorez ce soir. L'Encyclopédie Britannica le considère d'ailleurs comme un des fondateurs de l'écologie contemporaine et le Biographical Center de Cambridge le considère comme l'un des 2000 scientifiques qui ont le plus marqué le 20e siècle. On lui a décerné tellement d'honneurs que la lecture de la liste de ces honneurs en serait absolument fastidieuse, je vous l'assure, ça fait plusieurs pages. Et je résume en disant qu'on lui a décerné simplement plus d'une quinzaine de doctorats honorifiques. Mais il faut surtout retenir que Pierre Dansereau a été le pionnier de la science de l'écologie au Québec et qu'il a marqué de façon indélébile cette science elle-même de plusieurs façons, notamment par plus de 600 écrits scientifiques. Malheureusement, la seule synthèse globale de cette énorme contribution majeure à la science n'est pour l'instant disponible qu'en portugais, un travail signé par ses amis universitaires brésiliens. Un peu paradoxal. Sa curiosité, qui ne s'est jamais démentie, l'a finalement conduit très tôt vers de nombreuses disciplines, on l'a mentionné tantôt, comme le droit et la politique.
On raconte qu'un jour, le premier ministre Taschereau dira de lui dans un discours que, et je cite, « Ce jeune homme brandit les encycliques d'une main et du vitriol de l'autre ». Il était un des précurseurs de ce qu'on pourrait appeler la Révolution tranquille. On le retrouve ensuite à l'Institut agricole d'Oka, où il décroche un baccalauréat en 1936, l'année où il marie sa femme actuelle, Françoise. Il file ensuite en France et en Suisse, où il décroche un premier doctorat à l'Université de Genève en 1939. Et ça portait précisément sur les classifications végétales. Comment se surprendre alors de l'entendre un jour me dire, en prenant une marche dans le Vieux-Montréal, qu'il adorait se promener sur le Mont-Royal, où, disait-il, « J'ai le plaisir de saluer les fleurs par leur nom ». On le retrouve ensuite aux côtés du frère Marie-Victorin, au Jardin botanique, un autre de nos géants qui lui servira de mentor à plusieurs égards. On lui confie alors un des tout premiers cours d'écologie jamais dispensés à l'Université de Montréal. Mais le poste de chargé de cours devient trop vite étroit, même s'il finit par l'occuper pendant une dizaine d'années. Il se penche à cette époque sur les interrelations entre les agents et les fonctions des écosystèmes dans une perspective multidisciplinaire, ce qui était tout à fait nouveau, parce qu'à ce moment-là, c'était un champ réservé essentiellement à la biologie. Et l'humain prendra ainsi de plus en plus de place comme un élément constituant des écosystèmes dans toute sa pensée. C'est d'ailleurs un des pivots de ce qu'il apporte à la science de l'écologie dans ces années où, en quelque sorte, il agissait comme un précurseur. Il sera un des premiers, d'ailleurs, à analyser les sociétés humaines selon une matrice d'écosystèmes, avant de finir par intégrer les humains complètement dans cette vision écosystémique dans des écrits ultérieurs. Mais ces idées novatrices dérangent. Et pour être moins à l'étroit, il accepte un poste de professeur à l'Université du Michigan. Il reviendra à Montréal quelques années plus tard, de 55 à 60, où là, il va diriger l'Institut du Jardin botanique en même temps qu'il enseigne et agit comme doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal. C'est à cette époque qu'il va publier Biogeography and Ecological Perspective, dont vous avez vu le livre tout à l'heure à l'écran. Et il s'agit d'une synthèse absolument incroyable, une synthèse des connaissances de l'écologie d'à peu près toute l'époque des années 50, qui s'ouvre sur l'humain, c'est ça le chapitre dont il parlait, comme objet d'analyse dans une perspective multidisciplinaire, les deux volets où il innovait parce qu'il introduisait l'humain et la perspective multidisciplinaire. Ce livre sera d'ailleurs à l'origine de sa réputation internationale, de chercheur de très haut niveau. Mais au Québec, le conservatisme de son milieu académique et du gouvernement Duplessis l'incite à retourner une deuxième fois aux États-Unis, cette fois comme professeur de botanique et de géographie à l'Université Columbia et comme directeur adjoint du Jardin botanique de New York, rien de moins. Il revient à l'Université de Montréal en 1968. Ses recherches l'amènent alors à se pencher sur les structures de la végétation. Il avait commencé par étudier seulement les plantes, maintenant c'est comment elles fonctionnent ensemble. Il se fait plaisir, il travaille d'ailleurs sur le terrain et sur différents continents à étudier les différentes strates qui composent la végétation des forêts tropicales, arctiques et tempérées. Des travaux, et les chercheurs vous le confirmeraient, qui font toujours autorité dans le domaine. C'est donc à lui, à l'époque, qu'on confie le soin de définir dans l'Encyclopédia Universalis de 68 la définition de la biogéographie, dont il a pratiquement inventé le terme par son ouvrage, et ainsi qu'on lui demande de définir dans l'écosystème planétaire le Canada. La place qu'il fait désormais aux humains, dans sa perspective écologique globale, l'amène à écrire en 1964 un petit ouvrage très méconnu, « Contradiction et biculture », une sorte d'essai, pourrait-on dire, sur cet écosystème culturel un peu particulier qu'est le Canada. Dans le film que son cousin Fernand Dansereau lui a consacré en 2001, intitulé « Quelques raisons d'espérer », Pierre Dansereau explique, et je cite, « Les véritables problèmes d'environnement, ce sont la pauvreté, l'ignorance et la pollution. Ce sont des problèmes sociaux. Efficacité et compétition sont des concepts dont il faut se débarrasser, au profit d'une vision plus généreuse qui a fait école et qu'il nommait
L'austérité joyeuse. Mais tous ces livres aujourd'hui, et il y en a 3 dans les 2 dernières semaines, qui disent qu'il est temps d'envisager non plus de la croissance, mais de la décroissance planifiée, avant que l'épuisement des ressources ne nous l'impose brutalement, cette décroissance, déboise en réalité un sentier qu'avait déjà tracé Pierre Dansereau bien des années avant tous ces livres. Son austérité joyeuse n'exigeait toutefois pas de nous dépouiller de nos biens comme saint François d'Assise, à qui il voit une grande admiration, tout comme à Pierre Teilhard de Chardin, dont il pouvait discourir pendant des heures. Dans l'excellente biographie signée par Thérèse Duménil, qu'elle lui consacrait en 1981 et qui s'intitulait « L'écologiste aux pieds nus », Dansereau s'explique. « Pour moi, l'art de vivre consiste à équilibrer ces contradictions, non à les résoudre. » Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Cet universitaire, consulté régulièrement par les ministres et chefs d'entreprise, ne gênait pourtant pas pour prendre position dans des dossiers environnementaux majeurs. Il s'est opposé au projet de René Lévesque de créer des plages sur la rive fluviale devant Longueuil. Il a pris fermement position contre la privatisation du mont Harford. Et dans une des dernières rencontres que j'ai eues avec lui, il s'offusquait de voir les frais d'accès aux réserves et parcs nationaux augmenter parce que, disait-il, c'est des services publics de base pour réussir à avoir un peu de paix dans l'existence. Écologiser, disait-il un jour dans une autre entrevue, signifie prendre des décisions avec une vue globale de leurs répercussions, autant sur l'état des ressources que sur le mieux-être général. C'est exactement le contraire, insistait-il, que de laisser le marché dicter l'évolution de notre exploitation des richesses naturelles et de la redistribution des richesses. Dommage qu'il ne soit pas présent dans le dossier des gaz de schiste présentement. Pour lui, le vent de privatisation actuel est une sorte de temps mort dans l'évolution de l'histoire humaine. Il n'y voyait pas un retour en arrière, sans doute parce que c'était un éternel optimiste. Je veux être, disait-il en conclusion d'une autre entrevue, de cette confrérie-là, de cette franc-maçonnerie d'hommes de science qui croient que nous avons ce qu'il faut pour être heureux. D'abord, ce qu'il faut pour être juste, et que nous nous servirons positivement de tous les instruments que nous avons créés au cours de ce siècle, de ce millénaire, pour établir une solidarité biologique, une solidarité qui commence avec les plantes et les animaux et qui s'étend aux humains, ou qui part des humains pour redescendre vers les animaux et les plantes. Et je vous laisse sur une phrase qu'il aimait souvent répéter. Nos faillites, disait cet amoureux de la vie et de la planète, sont celles uniquement de notre imagination. Une faculté qu'il jugeait essentielle pour les chercheurs, ces prospecteurs du mystère, dont il demeurera un modèle pour longtemps. Merci. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de la personnalité qui a été choisie par le Cerium et ses partenaires pour recevoir cette année le prix de la contribution internationale en carrière sur des questions internationales. Et ce personnage, c'est Pierre Dansereau. Et pour nous en parler, 2 personnes qui sont extrêmement bien placées pour nous en parler, puisqu'elles ont connu à la fois l'homme et l'œuvre. D'abord, Jean-Guy Vaillancourt. Merci d'être avec nous, Jean-Guy. Avec plaisir. Alors, Jean-Guy, vous êtes professeur retraité d'éco-société. D'éco-sociologie. D'éco-sociologie, en fait. C'est ça. Donc, sociologue, retraité, mais non chômeur, parce que vous êtes toujours très actif. Vous avez été prix de l'ACFAS sur la science environnementale en 2009 et vous êtes un compagnon de route de Pierre Dansereau. Oui, depuis plusieurs années, depuis les années 70. Depuis les années 70. Louis-Gilles Francoeur, merci d'être avec nous, Louis-Gilles. Ça fait plaisir. Louis-Gilles, vous êtes chroniqueur environnement au devoir depuis 1980. Vous avez été honoré du prix Phoenix de l'environnement en 2000. Vous êtes de ce club de gens qui ont l'environnement à cœur. Et vous êtes une des voix les plus écoutées, les plus lues sur les questions environnementales. Et vous avez aussi eu la chance d'avoir Pierre Dansereau dans votre vie pendant assez longtemps. Alors, Pierre Dansereau, qui aura 100 ans cette année, qui est toujours vivant, mais pas très actif, qui sait que nous lui avons remis ce prix. C'est sa nièce, Marie, qui l'a reçu en son nom. Et je voudrais revoir avec vous
sa trajectoire et sa contribution parce que c'est un homme qui a marqué le siècle et on va d'abord poser la plus grande des questions. Lorsqu'on dit que Pierre Dansereau est un des fondateurs de l'écologie moderne, on ne parle pas de l'écologie québécoise, on parle de l'écologie comme concept international, pourquoi dit-on cela et est-ce vrai? D'abord, Jean-Guy. Il faudrait dire qui le dit. D'abord, c'est l'Encyclopædia Britannica, qui n'est pas la dernière venue. C'est parce qu'il est un des fondateurs de l'écologie scientifique et l'écologie humaine aussi. Puis il dépasse même l'écologie parce qu'il fait de l'éducation. Donc c'est vraiment... Et ses contributions sont énormes. Vingtaine de livres, 300 articles scientifiques, puis des articles sérieux. Il est connu, puis il était professeur. Il y a un édifice qui est nommé à son nom à l'UQAM, l'édifice des sciences. Donc, il chevauche les sciences environnementales, humaines et naturelles. Roger Francoeur, il y a un livre qui marque, disons, la pierre angulaire de cet édifice d'écologie. Il est publié en anglais, Biogeography and Ecological Perspective. Alors déjà, dans ce terme biogéographie, donc le terme écologie n'est pas encore dominant, n'est pas encore présent. Parlez-nous de ce livre et pourquoi il marque une contribution importante. Mais d'abord, je dois dire que je ne l'ai pas lu, parce que c'est le genre de livre que moi, je trouve fort aride, mais j'en ai beaucoup parlé avec lui, parce que M. Dansereau, pour moi, est un mystère quelque part. Je me rappelle un jour, il m'avait donné, parce que je lui avais posé la question pour les fins d'un article, il m'avait donné sa biographie. C'était tellement épais, il y avait tellement de publications que je ne me suis jamais rendu au bout de tout ça. Et j'étais revenu à lui, puis vous savez, quand on est journaliste, des fois, on aime couper, aller à l'essentiel. Alors je lui ai dit, Monsieur Dansereau, si je vous demandais en quelques phrases de me résumer qu'est-ce que vous avez voulu faire, qu'est-ce que vous avez apporté et quand vous l'avez fait. Alors, je vais vous dire à peu près ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, moi, j'ai toujours été fasciné par le fait que dans la théorie de Darwin, il y a une grande omission. Il met l'accent sur la concurrence, qui est un phénomène que personne ne peut nier, puis qui est critique pour certaines espèces à certains moments de l'évolution. Mais il dit qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de coopération entre les espèces, beaucoup plus de phénomènes de complémentarité, et on l'oublie. Alors il dit, j'ai commencé à cartographier les relations entre les plantes, après ça, il est venu aux animaux, au concept d'écosystème, puis il s'est rendu compte qu'on pouvait bouger des pièces là-dedans. Si on en changeait une, évidemment, ça avait des conséquences, ça avait des effets de cascade. Mais il disait, l'homme, finalement, dans ces écosystèmes, a une place. Parce que, historiquement, il a modifié il me disait, des continents entiers. Il me disait, c'est pas vrai que la bombe atomique est la première fois dans l'histoire pour les humains où on peut changer la planète. Il me disait, par exemple, le bassin de la Méditerranée. Les humains, ils l'ont occupé depuis si longtemps. Ils l'ont complètement déboisé. Le Liban, les cèdres, c'est un souvenir, c'est un symbole. Mais il dit, autrefois, il y en avait des vrais. Alors, il dit, les humains ont cette capacité de modifier même la planète. Et depuis des millénaires, il y a même des civilisations qui sont disparues parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cette énorme capacité de modification. Donc, il dit, là, j'ai voulu voir dans quelle mesure l'humain s'intègre là-dedans. Et dans Biogeography, il essaie de ramasser à peu près toutes les connaissances sur cette idée que tout se tient, tout est organique, et il commence à développer l'idée dans ce livre que les humains y ont une place, si je ne m'abuse. C'est le début. Alors, Jean-Guy Vaillancourt, vous l'avez lu. Alors, moi, je l'ai lu, je l'ai recensé pour le livre de Claude Corbeau, recteur du CAP. Il a fait un livre sur les monuments intellectuels du 20e siècle. Et ce livre-là, avec tous les grands livres du siècle, et dans le livre, et il m'a demandé de faire la recension. C'est son livre principal. Donc, il est publié dans les années 50. Dans les années 50. Donc, dites-moi quelle est la réaction du biologue, du géographe, parce que ce sont les scientifiques qu'on avait, qui reçoit ce livre. Qu'apprend-il qu'il ne savait pas? Ah, mais c'est là qu'il a fait sa marque. Il était déjà connu un peu avant, mais là, il était un professeur à Columbia. Et puis,
il avait fait sa thèse sur les classifications végétales, etc., à Genève et à Paris. Il avait enseigné à l'Université de Montréal. Il avait eu des postes importants, etc. 2 fois, me dit-il dans une lettre qu'il m'a envoyée une fois, j'ai été obligé de m'exiler de Montréal. Oui, je vais revenir à ça. OK. Mais qu'est-ce qu'il apporte à la science humaine lorsqu'il publie ce livre-là qui est nouveau? Bien, c'est son contact quand il était à New York dans l'enseignement d'abord, et puis l'impact des humains, c'est ça qu'il est. Il introduit l'humain dans l'examen dans l'écosystème. De l'écosystème. Ah oui, pour lui, l'écosystème, il y a le végétal, l'animal, il y a le minéral, le végétal, l'animal, carnivore et non carnivore, et puis l'humain, c'est-à-dire le contrôle et l'investissement et le contrôle, l'économie et les sciences culturelles. Donc, tout ça, on fait partie de la nature. On n'est pas à part la nature. Puis, aujourd'hui, c'est une évidence. On peut améliorer la nature. Ça, c'est surprenant pour quelqu'un, des écologistes. On ne peut pas améliorer, on est en train de la détruire. Oui, on est en train de la détruire, mais on pourrait l'améliorer, on pourrait faire mieux. Et je pense que, je ne sais pas si Jean-Guy sera d'accord avec moi, mais de mes discussions avec M. Dansereau sur les travaux qu'il faisait à cette époque-là, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que ça m'avait été un jour raconté par un géographe de l'Université de l'UQAM, dans la région de Chicoutimi, que vous devez bien connaître. Jules Dufault. Je n'osais pas le nommer. Non. Et il me disait qu'à l'époque, ça avait dérangé beaucoup de gens dans différentes disciplines parce qu'il faisait éclater les disciplines. Il les liait ensemble. Alors, il n'y avait pas que cet aspect de classement. Il y avait aussi le fait que l'intégration dérangeait beaucoup de gens à l'époque qui voulaient que leur science se développe de façon beaucoup trop linéaire. Et lui, il disait tout ça, il faut faire éclater les moules. C'est la transdisciplinarité dont on parle beaucoup dans les universités aujourd'hui, mais dont on voit que même aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il y a toujours des chapelles ou des chasses gardées. Là, ça a été un des premiers à dire non, je vais aller piger chez vous le géographe, chez vous le biologue, chez vous l'anthropologue. Ce qui était une invitation à ces disciplines de s'ouvrir aux autres, ce qui n'était pas nécessairement évident. Les sciences naturelles entre elles, puis les sciences humaines entre elles. Déjà, la géographie, l'anthropologie, ils font un petit peu de sciences naturelles, anthropologie physique, la géographie humaine et la géographie. Lui, il élargit ça à la sociologie, à l'économie et tout ça. Et puis, mais il reste ancré dans sa biologie, dans sa botanique, mais de façon très large. C'est un peu comme si, à mesure qu'il chevauche, moi, il m'a déjà dit ça, il dit, Jean-Guy, tu as bien compris, je pense que tu me comprends mieux que je me comprends. Puis je disais qu'il y avait 3 étapes chez Dansereau, l'écologie naturelle, l'écologie humaine, et le Pierre Dansereau, éducateur, artiste, humaniste, etc. Puis ce 3e, Pierre Dansereau, il était là dès le début. Donc, les 3 sont ensemble. Il y a interrelation entre les 3. Mais il faut, pour réussir à être transdisciplinaire aujourd'hui, c'est marcher dans des pas qui ont déjà été franchis. Mais pour inventer la transdisciplinarité comme il l'a fait, il faut avoir un esprit encyclopédique. Il faut avoir, moi, ce qui me frappe dans les lectures que j'ai faites pour préparer cette entrevue, c'est à la fois un hyper spécialiste de chaque espèce végétale et animale au Canada, au Brésil, un peu partout où il va. Donc, être extrêmement méticuleux et connaître le fin détail de la chose. Partir de là et, par strate, ajouter la connaissance pratique, mais aussi théorique de la sociologie, de l'anthropologie, pour dire, tout ça est lié et je vais vous montrer comment il y a une interconnexion. Mais il ne prétendait pas tout savoir de toutes les sciences. Lui, il s'est ancré dans certaines sciences naturelles et puis il est parti de là, puis certaines sciences humaines, mais il disait, nul ne peut être un bon généraliste s'il n'est d'abord un bon spécialiste. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire le contraire aussi? Nul ne peut être un bon généraliste, nul ne peut être un bon spécialiste s'il n'est aussi, j'ai dit aussi pas d'abord, aussi un généraliste. Il dit oui. Il dit les deux. Il faut que tu fasses les deux, mais tu ne peux pas faire toutes les sciences naturelles, toutes les sciences. Tu en prends une. Moi, c'est ça qui m'a convaincu. J'étais sociologue et j'ai dit, je vais faire un peu d'écologie. Mais pas la physique, la chimie, j'en avais fait au cours classique. Mais si tu chevauches, puis même en sociologie, un sociologue, d'ailleurs, l'historien fait la même chose, l'anthropologue et tout ça, il ne peut pas rester campé juste dans sa discipline, mais des fois, on en prend 2 ou 3. Mais si on fait un pas assez lointain, moi, je fais de la socio des religions.
puis de la sociologie de la Terre et le ciel. Et tout ce qui est entre les deux, mais pas tout. Quelque chose qui est entre les deux, les mouvements sociaux, les mouvements verts, etc. Louis Francoeur, vous êtes journaliste, donc vous êtes le généraliste par excellence. Alors, vous avez sollicité Pierre Dansereau pour beaucoup de vos dossiers. Donnez-nous un exemple de la diversité des sujets sur lesquels vous sollicitez. Ah mon Dieu, on a parlé de la baie James, du fleuve Saint-Laurent, on a parlé des milieux humides, on a parlé du creusage des cours d'eau, du reprofilage des cours d'eau dans le Québec. Et vous savez, M. Dansereau, c'était comme une espèce de mentor, d'abord, parce que je trouvais fabuleuse sa manière d'approcher les problèmes. Parce que, comme vient de le dire Jean-Guy, à partir d'un détail, il voyait tout de suite les conséquences sur la théorie générale ou l'inverse. Et il me disait, j'adore votre fonctionnement de journaliste parce que vous faites la même chose, les journalistes. Et je me rappelle un jour que je lui étais arrivé avec une hypothèse que je trouvais un peu farfelue, mais c'était le genre de choses que j'aimais tester auprès de lui. Je dis, Monsieur Dansereau, je suis retourné chasser dans la baie de Masquinongé, là où je chassais quand j'avais 19-20 ans. Mais je mettais mon canot à l'eau, je me mettais les 2 pieds sur le fond, on embarquait dedans, puis on se rendait à notre cache. Je dis, je suis retourné la semaine dernière, puis là, j'ai dit, j'ai calé de 3 pieds dans la vase au même endroit où il y a 30-40 ans. C'était un fond sable. Je dis, est-ce que ça se pourrait que le fleuve est en train de se remplir? Puis je me suis posé une question. Y aurait-il un lien avec le chenal maritime qui drainerait tout le courant dans le centre? Et puis, M. Dansereau était capable, des fois, d'espèces d'éclats de spontanéité. Mais il dit, quelle merveilleuse hypothèse scientifique! Alors, il dit, vous ne pouvez pas la vérifier. Mais il dit, maintenant, vous devez harceler Environnement Canada puis Pêche et Océan pour qu'ils disent s'il y a une réponse claire là-dessus. Et je me rappelle qu'à toutes les conférences de presse où j'en avais l'occasion, je me suis mis à marteler sur cette question. Jusqu'au jour où, dans les travaux pour le reprofilage du Saint-Laurent, on a admis pour la première fois, de façon officielle, que le reprofilage du fleuve, le creusage du chenal dans le centre, avait plus d'impact sur les espèces maritimes et le déclin des espèces que 100 ans de pollution toxique incontrôlée auparavant. Et là, il m'encourageait. C'était fabuleux comme journaliste, il m'encourageait. Il dit, là, tu as une hypothèse intéressante. Puis là, on en discutait. Il pourrait avoir tel argument contre, tel argument pour. Et puis, au fond, il m'apprenait à faire mes classes. Il m'apprenait, au fond, vous le savez, il suffit pas d'avoir une idée. Il faut être capable de la découper en petites lamelles pour poser des sous-questions et faire que si votre interlocuteur veut se défiler, vous êtes capable de le reprendre sur l'autre volet. Alors là-dessus, je voyais comment il découpait systématiquement son problème et c'était un éducateur fabuleux. Et tout ça en prenant un café avec une aisance et un plaisir. Puis il se promenait des grandes conclusions générales, des vues qu'on avait sur le Saint-Laurent à l'époque. Puis dans les années 80, on ne pensait pas du tout. Tous les grands travaux sur le fleuve Saint-Laurent montraient que la disparition des espèces, c'était probablement la pollution. Là, il dit, on vient d'avoir une nouvelle hypothèse. Il faut la travailler. Mais ta formation politique, Louis-Gilles a fait ses études en sciences politiques. J'ai l'impression que ça l'a aidé beaucoup dans son métier de journaliste, parce que, surtout environnement, politique, etc., il y a tellement de liens. Mais pour M. Dansereau, quand on regardait les questions comme ça, c'était une question de base. Il disait, la question de savoir quel est l'impact social de tel phénomène ou quel est l'impact de la société sur tel phénomène, il dit, cette interaction, si on l'exclut, on exclut l'essentiel, parce qu'on est devant une dynamique. On n'est pas devant quelque chose de statique. Puis comme on est là, il voulait toujours qu'on identifie le facteur humain ou dans quelle mesure les humains pourraient intervenir pour corriger ou pour obtenir un effet particulier si le bien de la société le commandait. Et c'est là que j'ai découvert à quel point cet homme-là était engagé à travers le savoir. Et à un moment donné, il me disait, je ne pourrais pas être écologiste si je n'étais pas socialiste, fondamentalement. Parce qu'il disait, il faut avoir une vue d'ensemble qui nous mène vers le bien-être de la société. Pourquoi est-ce que le premier ministre Taschereau a dit de Pierre Dansereau, ce jeune homme brandit les encycliques d'une main et du vitriol de l'autre, Jean-Guy? Il faut se remettre un peu dans le contexte. Pierre Dansereau était un grand ami d'André Laurando. André Laurando, fondateur du Devoir, directeur du Devoir. Avant ça, fondateur des Jeunes Canada, à l'époque.
Puis le Parti libéral de Taschereau était un parti un peu corrompu à l'époque, et puis pas très social non plus. C'est là que l'Union nationale a pu se... Parce qu'au début, l'Union nationale était un peu plus progressiste. Ils ont fait l'union entre les conservateurs puis les libéraux plus progressistes. Puis en fait, c'est les conservateurs qui ont pris le dessus. Alors, il n'aimait pas beaucoup ces jeunes-là. D'ailleurs, ils ont été, lui et Larando ont été expulsés du Collège Sainte-Marie en philo 2. Puis ils ont été récupérés durant l'été. On leur laissait passer leur bac. C'était des bons étudiants, mais ils étaient engagés politiquement. Il y avait des gens à l'époque qui n'aimaient pas ça. Et Dansereau, il a toujours été politicien comme ça. Taschereau ne l'aimait pas, mais Duplessis ne l'aimait pas. Et puis, d'ailleurs, quand il m'a dit, moi, 2 fois, j'ai été obligé de m'exiler du Québec, c'était pas juste parce qu'il n'y avait pas de grosse job à l'Université de Montréal. On l'a tenu chargé de cours pendant 10 ans, quand il y avait un doctorat, puis qu'il publiait, etc. Il s'est en allé à Michigan. Ses idées, c'était l'université cléricale, conservatrice de l'époque. Alors, il est parti. Alors, il est revenu au début de la Révolution tranquille, mais là, avec Taschereau, c'était vraiment la critique que ces gens-là, Jeunes Canada, faisaient des libéraux corrompus de l'époque. Parce qu'il faut dire que Taschereau, c'est pas La Palme, et puis Gérer la joie. Oui, ce n'est pas les libéraux réformistes des années 50, c'était les libéraux pré-Union nationale, pré-Duplessis. Mais donc, ça nous montre qu'il était déjà sur l'écran radar de l'actualité pour être interpellé. C'est parce qu'il y avait ce petit côté catholique. Bon, c'est ça. Les papes, les encycliques des papes, et puis tout ça. Puis par ailleurs, ça veut dire c'est des révolutionnaires catholiques. Il y a eu des encycliques très progressistes à cette époque. Et c'est pour ça que les jeunes progressistes s'appuyaient là-dessus et qui brandissaient l'encyclique de... Ça les dédouanait complètement. Tout à fait. Alors donc, c'est un parcours, on va l'évoquer rapidement. Institut agricole d'Oka, un baccalauréat en 1936. Ensuite, il va en France et en Suisse. Un premier doctorat à l'Université de Genève en 1939 sur les classifications végétales. Ensuite, on le retrouve avec Marie-Victorin. Marie-Victorin. À partir d'Oka. Mais à Oka, c'est le frère Louis-Marie, le premier écologue québécois, d'après moi, puis d'après lui aussi. Louis-Marie Tremblay, c'est un père trappiste qui a fondé un peu l'école d'agriculture d'Oka et qui était très, très important, mais pas très, très connu. Pas connu. Mais ça a eu une grande influence sur lui. Puis certainement, au jardin botanique et tout ça, ça a été avec... le frère Marie-Victorin, il était un ami avec lui, puis il l'aurait suivi partout. Oui, il y avait une admiration sans borne. C'est ça, c'était son mentor. Et puis donc, il y a 2 fois aux États-Unis, dans les années 50. Il y a aussi la phase Brésil. Pourquoi le Brésil? Il a toujours... Ses plus grands amis sont des Brésiliens, il y a des grands amis. D'ailleurs, ils ont fait le meilleur livre qui existe sur Pierre Dansereau, Ecologia Humana, Etica et Educatio. C'est la seule anthologie complète qui existe de ces œuvres. Ça n'existe pas au Québec. Pas complète, moi, je trouve que c'est la grande anthologie, c'est le meilleur livre. Moi, j'ai eu la chance de faire un article dedans. C'est vraiment... C'est la somme. Alors, Louis-Gilles, donc ça, c'est le parcours d'universitaire. Oui. Mais il y a aussi, donc, le réengagement, son retour à la Révolution tranquille. Il se réengage dans les débats québécois et il intervient à Mirabel, donc cet aéroport dont on sait maintenant que c'est l'aéroport de l'avenir, celui qui sera presque en surcapacité à l'heure qu'il est. C'est ce qu'on disait à l'époque de ce que serait Mirabel. Et il est engagé pour se poser une question, et vous allez me dire qui la lui pose ou s'il la pose lui-même. Est-ce qu'il invente un peu le concept d'étude d'impact? C'est-à-dire, ça existait ailleurs, ce concept, mais je pourrais dire qu'il est le premier à avoir réalisé une véritable grande étude d'impact avec beaucoup de moyens pour le faire. C'est le gouvernement fédéral qui, finalement, était aux prises avec des problèmes sociaux, avec qu'est-ce qu'on fait avec les terres agricoles. Je vous donne un exemple. À Amsterdam, on cultive entre les pistes de l'aéroport. Est-ce qu'on allait le faire ici ou est-ce qu'on allait exclure ces gens-là? Plein de questions se posaient. Et le but de l'étude d'impact, c'était de voir dans quelle mesure pouvait-on procéder à une intégration de toutes ces variables. C'était un premier essai. Ça n'a pas donné tous les résultats qu'on attendait. Mais c'était pas de sa faute, ni celle de la faute. Non, c'est ça. C'est parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits en bout de ligne. Mais lui, son étude donnait des recommandations.
Oui. Qui n'ont pas été suivis? Exactement. Plusieurs Certains ont pas été suivis. Certains ont été d'autres. suivis. Moi, j'ai le livre ici, Le cadre d'une recherche écologique interdisciplinaire, Pierre Dansereau. Écologie de la zone de l'aéroport international de Montréal. Il fait le portrait, puis il montre toutes les interrelations. Puis interdisciplinaire, il est allé chercher des géographes, tous les spécialistes. Au fond, là, il applique sa théorie qu'il développe depuis les années 50, mais il fait un portrait en montrant qu'il y a des priorités qu'on devrait avoir là-dedans. Mais en bout de ligne, les choix politiques n'ont pas été, à mon avis, les meilleurs. Puis on le voit aujourd'hui parce qu'il y a encore des dossiers qui ne sont pas réglés à Mirabel. Par contre, je dirais, en tant que précurseur, aujourd'hui, une étude d'impact va plus loin. Une étude d'impact va nécessairement dégager un scénario optimal, des scénarios secondaires, ce qui n'est pas fait dans cette étude-là. C'est plutôt un plan, Mais ce un qui portrait suit d'ensemble. immédiatement, c'est la baie James. Ouais, et là, à ce moment-là, il y a une exportation de savoir-faire de cette première étude d'impact québécoise vers Hydro-Québec? Oui, mais ce n'est pas Dansereau qui va faire les études de la baie James. Hydro-Québec va s'inspirer, par exemple, de ce modèle, parce que ça va devenir, chez les chercheurs, une espèce de première intellectuelle, je crois. Jean-Guy me corrigera là-dessus. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui, ça. Et il y en a d'autres qui ont été versés, justement, dans l'autre étude d'impact à cause de cette vision d'ensemble que Dansereau avait apportée avec cette première étude sur la façon de lier tous les éléments d'un écosystème, et y compris les interventions humaines. Et comme disait Jean-Guy tout à l'heure, Dansereau pensait même qu'à certains égards, on peut améliorer la nature. Dans le dossier de la baie James, on savait qu'on allait détruire des forêts, on allait remplacer un écosystème forestier par un écosystème lacustre. Alors, il s'est dit... Et puis, on savait que, par exemple, les dorés et puis les brochets, qui sont des dominants avec leurs dents, allaient tasser dans une niche très marginale les truites ou les salmonidés. Donc, on s'est dit, à ce moment-là, on va avoir un autre écosystème, appuyons-le. Alors là, on a fait des recommandations, on a bâti des frayères à dorés, à brochets. On a même aménagé pour consolider la nature dans le sens de l'intervention humaine. Et aujourd'hui, effectivement, les réservoirs de la baie James étaient d'une productivité biologique assez exceptionnelle. On parlait des castors qu'on emmenait d'hélicoptères d'un endroit à l'autre. C'est une folie. C'est une folie. C'est pas la faute de Pierre Dansereau. Non, parce que ça, c'est vraiment la concession que les gouvernements font toujours aux animalistes. Ils se disent, on va se faire dénoncer parce qu'on va tuer quelques animaux. Donc, faisons à grands frais, semblant qu'on s'en préoccupe beaucoup. Alors qu'en réalité, les animaux, ils se tassent et puis d'autres reviennent. C'est sûr, quand on intervient là-dedans, il y a un peu de casse. Puis il y en a des fois beaucoup. Ça, il faut le gérer. Mais il n'était pas contre l'hydroélectricité. Non. Il était contre le nucléaire. Il était contre le nucléaire. Contre le nucléaire. Puis les énergies fossiles, il savait ce que c'était, il fallait. Mais il n'était pas contre complètement les énergies fossiles. Il savait qu'il fallait en faire un peu, mais s'en débarrasser le plus rapidement possible. Puis le nucléaire, il était contre. Ça, il était contre. Il s'en cachait pas. Il était contre à cause des risques de contamination. Des risques, mais aussi des déchets qui durent quasi éternellement. Moi, j'en ai parlé avec lui, il me disait, moi, ma principale réticence, il disait, c'est le fait que s'il y a un accident, c'est pas réparable. Moi, je suis pour qu'on puisse intervenir dans l'environnement. Mais il dit, détruire un milieu pour 10 000 ans, là, il dit, je m'excuse, là, on dépasse l'échelle où les humains peuvent intervenir de façon intelligente. Là, il dit, il n'y a plus de calcul intelligent, c'est plus rentable. C'est ça, c'est complètement détruit. Alors, il disait, dans la mesure où on peut jouer dans le fleuve, dans un écosystème, si on est capable d'optimiser des solutions alternatives et tout, bien, parlons-en, puis faisons pour le mieux possible en fonction des besoins, si possible, de la société et des écosystèmes. Mais envisager une destruction totale, parce que quand tu dépasses 10 000 ans, il dit, écoute, c'est 3 fois ce qui nous sépare des pyramides. Alors, il dit, il faut arrêter de penser qu'on on fait un acte intelligent quand on prend un risque pareil. Pour la forêt, c'est la même chose. Moi, je l'ai invité à venir faire une conférence au groupement forestier du Haut-Yamaska que je préside. Et puis, il a fait une conférence magnifique sur l'écosystème forestier. C'est un spécialiste des érablières, etc. Il ne disait pas qu'il ne fallait pas couper d'arbres, mais il fallait planter, mais bien planter, puis certaines espèces et tout ça, il y avait toute une connaissance. Puis vers la fin, il dit, embrassez vos arbres de temps en temps. Ça leur fait du bien. Puis il dit, ça va vous faire du bien aussi. Est-ce que c'est prouvé, ça? Est-ce qu'il y a une étude qui prouve que ça fait du bien à l'un ou à l'autre? Il s'en foutait de ça. Il était tellement... Mais si ça nous fait plaisir, il ne faut pas qu'on le fait pas. Il disait parfois, si c'est pas le fun,
faites-les pas. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. C'était son côté épicurien. Son concept d'austérité joyeuse, les gens le prennent comme quelque chose d'un peu aride. Voilà, c'est ça. Alors, l'austérité joyeuse, ça, c'est un concept qu'il a développé et qui semble... du moins paradoxal, parce que lorsqu'on est austère, on ne s'amuse pas beaucoup, mais c'est l'austérité joyeuse. Jean-Guy, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Il s'amusait, il y a les fleurs. Puis, oui, mais l'austérité, en quoi est-elle joyeuse? Si tu manges trop, puis tu manges du gras, tu ne seras pas joyeux parce que tu vas être malade. Lui, il a 100 ans, puis il marche encore. Je veux dire, il a de la misère à marcher, là. Il ne descend plus chaque jour pour prendre ses repas en bas, mais... Il ne prend plus ses grandes marches. Moi, presque à 2-3 mois, il m'appelait, Jean-Guy, on n'a pas dîné ensemble depuis longtemps. Là. Alors, j'allais sur la rue Laurier, on marchait 3-4 blocs, puis on revenait, puis il aimait la marche. Puis, c'est une attitude individuelle ou c'est un programme social? Non, c'est un programme social, parce que pour lui, c'était... Il y avait d'abord la conscience que la surconsommation des Occidentaux était un des problèmes centraux présentement. Depuis quand il a vu ça, lui? Depuis les années 80. Depuis les années 80. Depuis les années 80, puis peut-être même avant. Oui, la surconsommation. La surconsommation. Mais il disait, si les humains s'en tenaient aux besoins de base, et puis un bon petit confort, il dit d'avoir une belle musique plutôt qu'une petite boîte grosse comme ça. Moi, j'aime bien écouter de la musique. Mais il dit, changer de système de son, à tous les 5 ans, changer d'appareil de télévision parce qu'on change la décoration du salon, il faut changer la couleur, puis qu'on va jeter ça. Il dit, ça n'a pas de bon sens. La ponction est trop grande sur les ressources de la planète et sur l'énergie, parce qu'il dit, les besoins d'énergie, on peut peut-être faire des barrages intelligents, mais la première des choses serait d'en faire moins de barrages. Alors, l'inégalité aussi que ça cause entre les pays dans un pays. Il trouvait que, justement, quand 15 de l'humanité consomme 65-70 des ressources de la planète, il disait, on les accuse avec nos moyens financiers à ne pas avoir de confort, parce que le coût des denrées devient trop cher. Ils ne sont pas capables de le faire. Puis ils craignaient qu'éventuellement une crise alimentaire mondiale fasse que les pays les moins nantis ne puissent pas s'alimenter parce que le prix des denrées va être trop cher pour eux. Alors, pour lui, égalité sociale voulait dire que les Occidentaux doivent baisser leur consommation. Sans ça, on crée un contexte économique qui va faire que les pays en développement ne pourront jamais se développer, sauf marginalement, dans la mesure où ils pourront satisfaire notre consommation. Ça, il disait, c'est pas du développement, c'est du néocolonialisme. Et il trouvait que, c'est sûr que la planète pourrait pas vivre au rythme des Nord-Américains, par exemple. Ça prendrait 3 ou 4 planètes, là, qu'on dit. Alors donc, il dit, il faut que nous baissions notre consommation. On ne fait pas des biens durables, on fait des biens jetables, etc., etc. Bon, alors, pour lui, l'austérité joyeuse, c'était au fond une façon de vivre, je dirais, avec moins de désirs. Il trouvait que les humains ont des désirs factices. Et il aurait préféré que les gens, il disait, pourquoi on ne préférerait pas aller voir des spectacles plutôt que d'acheter une nouvelle voiture? Pourquoi on n'irait pas voir des humains dans des territoires où ils ont besoin de notre argent, de notre venue, plutôt que de s'acheter des maisons tellement grandes pour 2 personnes que c'en est indécent? Alors, cette espèce de surconsommation, il ne l'acceptait pas. Et puis, il disait, on peut vivre heureux en misant moins sur la quantité, moins sur la consommation, et beaucoup plus sur une approche qualitative de l'existence, puis en tirer beaucoup de plaisir. Mais il ne voulait pas qu'on soit des moines... Il était très influencé par Saint François d'Assise, des Jésuites. Le vœu de pauvreté, bien compris, ça ne fait pas des faces de carême. Non. Ça fait que les gens sont joyeux, ils mangent moins, ils sont plus en forme. Alors, il était inspiré un petit peu par ça. Teilhard de Chardin, c'est un grand admirateur de Teilhard de Chardin. Je ne veux pas dire, puis il y a des amis dominicains et tout ça, je ne veux pas dire que c'est un licheux de balustrade. Il a été un de ceux qui ont écrit le livre « L'université dit non aux Jésuites ». Quand les Jésuites voulaient bâtir l'UQAM eux-mêmes, Est-ce qu'il est resté chrétien, pratiquant? Oui. Pratiquant, je ne sais pas son âge. Oui, mais je veux dire ça. Mais c'est quelqu'un qui avait la foi. Je pense que ça a toujours donné. Une foi un peu spéciale, critique. Critique, puis qui intégrait l'homme là-dedans. D'ailleurs, je me rappellerai toujours d'une chose. Il y avait comme une espèce de lien. Son admiration pour Teilhard de Chardin, pour lui, c'était lié au phénomène de la foi. Il trouvait que cet auteur-là, ce penseur-là, liait foi et science d'une
d'une façon particulièrement admirable. Il m'en a parlé beaucoup. Mais moi, ma grande découverte, c'était quand on s'est mis à parler de Saint François d'Assise. Moi, j'ai étudié chez les franciscains. Alors, vous pouvez vous imaginer comment j'ai une grande admiration pour Saint François d'Assise. Puis un jour, il a prononcé ce mot-là. Je dis, ah bon, vous aimez? Et là, on en a parlé pendant 2 heures. C'était un moment absolument... Moi, ça a été la même chose avec les jésuites. Ça a été la même chose. Alors, surconsommation, mais aussi, dans ces dernières années, il s'est évidemment intéressé au problème du changement climatique. Mais ce qui arrive parfois lorsqu'on s'intéresse beaucoup à ces questions, c'est qu'on devient assez pessimiste, parce que la surconsommation, il l'a dénoncé depuis les années 80, elle a augmenté. Le changement climatique, on dit depuis au moins 15 ans qu'il faut faire quelque chose. Rien n'est fait, ou presque. Mais, Jean-Guy, vous nous parlez d'un homme qui, malgré ça, malgré sa forte conscience des dangers qui pèsent sur la planète, reste un optimiste. Il reste fondamentalement optimiste. Il Pourquoi? dit, je suis un pessimiste patient. Je suis un pessimiste qui espère. Je suis un réaliste compatissant. Il dit, il ne faut pas essayer de résoudre ces contradictions, il faut vivre avec. Oui. Puis c'est comme une contradiction, ça. Puis dans le film Quelques raisons d'espérer, qu'a fait son cousin Fernand Dansereau, un film magnifique sur Pierre Dansereau. Un film de l'ONF. Un film de que je pense l'ONF. qu'on peut le voir en ligne, d'ailleurs, si on va sur le site de l'ONF. Il discute avec ses des petites nièces, des petites parents. Les petites filles sont très pessimistes, écologistes, là, très... Puis il essaie de leur donner un peu quelques raisons d'espérer. C'est de là que vient... Il dit, on a des raisons d'espérer. Il dit, quand je regarde la situation, c'est décourageant. Mais quand je regarde ce que les humains ont fait, puis ce qu'ils peuvent faire de bien, bien, on pourrait faire mieux. Mais il dit, malheureusement, on fait pire. Tu sais, c'est ça son affaire. Autrement, son optimisme est ancré dans la volonté. Dans la volonté, il y avait une base dans la foi aussi, dans l'espérance. Mais il y avait une base scientifique à son approche. Oui, c'est scientifique. Moi, je me rappelle d'avoir discuté de ça avec lui, parce que souvent, je suis invité, comme ça arrive souvent, des journalistes spécialisés dans des cégeps à rencontrer des étudiants, puis on me demande toujours ça, moi aussi. Vous n'êtes pas pessimiste devant la situation? Je dis non. Je dis, écoutez, en 1980, quand j'ai commencé à parler d'environnement, j'ai dit, le savoir qu'avait un groupe environnemental comme la SVP ou STOP, qui était à peu près parmi nos pionniers dans le domaine, j'ai dit aujourd'hui, n'importe quel comité de citoyens a 3 fois plus de documentation et de connaissances. Je dis, en l'espace de 30 ans, j'ai vu une telle évolution dans la prise en charge par les gens, dans la vraie vie, là, dans les milieux de la problématique environnementale. Je dis que quelque part, il me semble que je ne connais pas d'autres domaines où la société, que ce soit sur la démocratie, sur le droit des femmes, ça évolue à coup de centaines d'années. Là, on parle d'une génération. Mais M. Dansereau, il me dit, ah, mais il y a un autre phénomène bien plus important, parce qu'il dit ça, il dit, c'est une autre source d'espoir. Il dit, regardez l'évolution de la multidisciplinarité dans toutes les disciplines et regardez comment maintenant, à Polytechnique, on fait de l'environnement, on fait des études sur les cycles de vie, les départements s'ouvrent et tout ça. Il disait, cette évolution du savoir va provoquer un choc qui, à un moment donné, va se traduire dans l'économie. On ne sait pas quand, mais il dit que c'est un mouvement qui est irréversible. Les humains ne peuvent pas effacer la conscience. Elle peut prendre du temps, elle peut être tenue en laisse. Et ça, je trouvais que c'était un message d'espoir fabuleux. Il disait, l'évolution de la connaissance ne peut pas être tenue en laisse. J'aurais dû la citer dans un article, cette phrase-là, parce que je la trouvais magnifique. Vous l'avez dit ici, à Planète Terre. On va terminer, Jean-Guy Vaillancourt, avec... une réflexion que vous faites dans un de vos textes en disant que la plus grande fierté de Pierre Dansereau est d'être encore le héros d'une bande dessinée pour enfants, laquelle... Les débrouillards. Les débrouillards. Tu sais, les comics qu'on appelle les comics. Moi, j'étais un lecteur de comics quand j'étais jeune, j'aimais ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est extraordinaire. Puis il n'en parlait pas beaucoup. J'ai mentionné. Il dit ça, il dit, c'est ma plus grande gloire. Il dit, ça vaut 4 doctorats honorifiques, au moins, il y en a eu 15. Et qu'est-ce que c'est son personnage dans Les Débrouillards? C'est lui quand il est tout petit. C'est lui-même. C'est un jeune chercheur. En Gaspésie, petit curieux. Qui va ramasser des fleurs. Puis c'est sa vie, sa carrière. Mais c'est pour les jeunes. Parce qu'il aimait beaucoup les enfants. Pierre et Françoise n'ont pas eu d'enfants. Ah, d'accord. Mais il aimait les enfants. Ses neveux, ses nièces, les petits-enfants, ils se penchent, puis ils parlent aux petits-enfants, puis ils leur montrent les choses. Puis l'éducation, pour lui, si j'apprends rien de vous, vous n'apprendrez rien de moi, disait-il. Alors, l'université doit être une université aux portes battantes. Il était l'éducation populaire, l'éducation des adultes, pour lui, c'était très important. Mais l'éducation des enfants, puis l'amour des enfants, puis la jeunesse et tout ça, c'est Pour quelqu'un qui veut transmettre, évidemment, sa connaissance, être
un personnage de bande BD dessinée. éducative. C'est ça. C'est effectivement le summum de la transmission de la Oui, connaissance aux ça, enfants. il était tellement fier. Il m'en a donné un exemplaire même de sa bande dessinée. Je voulais l'apporter aujourd'hui. Moi aussi, je l'ai, puis elle est très amusante. C'est très amusant. Mais il aimait transmettre aussi d'une autre façon. Il croyait, puis il l'a fait, parce que puis à des moments où c'était courageux, ça demandait beaucoup de courage pour le faire. Il disait les chercheurs doivent s'impliquer avec leurs connaissances dans les dossiers d'intérêt public et sur la place publique. Je me rappelle, c'était un ami de René Lévesque qui avait une grande admiration pour René Lévesque. Quand René Lévesque a voulu faire cadeau d'une grande plage de l'autre côté de l'autoroute qu'on aurait aménagé dans le fleuve Saint-Laurent, c'était un peu son cadeau de départ à son comté. On a essayé d'utiliser sa crédibilité pour dire qu'il était en faveur du projet. Il a dit, je m'excuse, j'ai dit que l'étude d'impact respectait les règles de l'art, je lui ai jamais dit que les conclusions de l'étude d'impact étaient bonnes et que le projet était bon. Mais quand il a dit ça, c'était la mort du projet. Puis moi, je me rappelle que quand j'ai été le trouver, il dit, M. Dansereau, il y a un gros débat. Allez-vous prendre position là-dedans? Bien, il dit, donne-moi 24 heures pour y penser. Puis je repasse le lendemain prendre un café à son bureau. Il dit, on va s'asseoir, prends ton crayon, je vais t'expliquer ce que j'en pense, puis on va mettre les nuances. Même si ça faisait de la peine à son ami René Lévesque au moment de son départ. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, que j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui n'était pas content. Puis il m'a raconté ça. Mais il a pris position. Et dans Harford, son opinion a cogné le gouvernement très dur. J'ai eu l'idée, je me suis dit, à un moment donné... de privatisation partielle d'Harford. Écoutez, on a tellement de dossiers, on pourrait continuer pendant 2 heures. Pour lui, c'était transmettre. Oui. C'était une manière de transmettre. Merci beaucoup. Alors, on suggère aux gens, s'ils veulent apprendre davantage sur Pierre Dansereau, il y a ce film, Quelques raisons d'espérer. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Il y a un autre film aussi. L'écologiste aux pieds nus, c'est très important. Sa biographie, en 4 volumes, mais il y en a juste une de fait. C'est le début. Puis un jour, il m'a dit, mon médecin m'a dit que je vivrais jusqu'à 117 ans. Un volume par année, ça faisait 4 volumes. Je vais être obligé d'en faire un 5e. Mais aussi, Terre des hommes et paysages intérieurs. Ça, c'est un bon film aussi. C'est un bon livre. Il y a beaucoup de choses. L'UQAM a ses archives. Il y a le livre de Thérèse Duménil aussi, l'écologiste au pied nu. C'est extraordinaire. Oui. Mais il est bon. Des revues, il y a des revues. La revue Découvrir autour des 100 ans de Pierre Dansereau. La revue Réseau. Ça, c'est pas trouvable. Ça, c'est en bibliothèque. En bibliothèque. Je vous arrête là-dessus. On mettra les liens sur le site Internet, sur la page de Planète Terre. Merci beaucoup, Louis-Gilles Francoeur, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jean-Guy Vaillancourt. Et vous avez, pour terminer, une plage musicale que vous avez choisie. Laquelle et pourquoi? Ben, j'ai pensé, j'ai pas eu grand temps pour y penser, mais j'ai pensé à mon pays. Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est l'hiver de Gévigno. Parce qu'il aimait beaucoup l'Arctique. Puis le pays, pour lui, c'est local, c'est le Québec. Il était très québécois. Il avait été ami de Pierre Trudeau. Il est resté ami de Pierre Trudeau, mais il n'était pas d'accord avec Pierre Trudeau. Puis il l'a laissé savoir. Il a voté oui au référendum. Donc, Dansereau il y avait des convictions. Très clair. Mais c'était un homme comme ça. C'est un homme de conviction. Attaché au pays. Merci. Au pays universel. Merci encore tous les deux. Et on écoute, grâce à vous, Gilles Vigneault, Mon pays. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de...